Oui, bonjour à tous. Merci, cher Bruno, de cet accueil au nom de tous les organisateurs de la conférence Oméga 2022. Chers amis, à l'interface de l'eau dans les villes, et plus particulièrement des mégapoles, il y a des enjeux fonciers et territoriaux très importants qui sont liés à l'extension des réseaux collectifs, tant pour l'eau potable que l'assainissement, avec la création de nouveaux quartiers de plus en plus éloignés des centres-villes, liées à l'évacuation des eaux pluviales, dont les volumes sont de plus en plus énormes du fait de l'imperméabilisation des sols et des toitures, et qui suppose la création de zones urbaines d'infiltration, l'extension de réseaux de drainage, souvent de très gros diamètre, et la création de réservoirs de stockage énormes pour passer les pointes de crue. Lié également à la délimitation des zones d'habitat ou d'activité inondables, avec l'accélération des phénomènes extrêmes liés notamment au changement climatique. Sur ces différents thèmes se posent un certain nombre de questions. Quelle est l'émergence ou l'incidence sur les services d'eau des modes d'urbanisation? Urbanisation dense des centres-villes ou urbanisation diffuse, voire pavillonnaire, et en particulier dans les nouveaux quartiers, voire de mitage, comme on dit en français, des zones périphériques de l'espace rural. Jusqu'où poursuivre l'urbanisation dans les régions arides où l'eau douce est limitée, voire soumise régulièrement à des sécheresses? Quelles sont les relations entre les grandes agglomérations et les autres collectivités territoriales ou usagers dans un même bassin ou sur un même aquifère? Quel est l'impact des rejets d'eau usée des quartiers non desservis par des systèmes d'assainissement sur la pollution des eaux de surface et des aquifères urbains? Comment empêcher l'urbanisation dans les zones d'inondation ou comment protéger efficacement les secteurs urbains vulnérables face aux risques climatiques et aux inondations qui seront plus fréquentes et plus dévastatrices? Enfin, et sans être exhaustif, comment considérer les zones d'habitat irréguliers, sauvages ou des occupants sans titre, comme par exemple dans des bidonvilles, occupent le terrain, mais n'ont pas forcément accès aux services et sont parfois soumis à des risques importants, notamment dans les pentes, sur des risques de terrain, de glissement de terrain ou d'inondation. Alors, pour traiter ces différents sujets, nous avons ce matin a priori 4 intervenants qui sont dans l'ordre de leur passage. Monsieur Juan Valdés, qui est du département d'hydrologie et de sciences hydrologiques et atmosphériques à l'Université d'Arizona. Nous avons Deepika Johari, excuse la prononciation, qui est également indienne de New Delhi, au bureau d'architecture et de recherche basé donc à New Delhi. Ensuite, nous irons en Argentine pour avoir l'exposé de monsieur José María Reguera, qui est directeur de l'eau potable et de l'assainissement au ministère des Travaux publics d'Argentine. Et enfin, monsieur Jacques Olive, qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France, qui parlera également au nom de sa collègue qui n'a pas pu ou qui ne devrait pas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui, avec lequel il a partagé l'étude qui nous sera présentée. Il s'agit de Madame Cynthia Okamura, qui travaille pour l'Université de Sao Paulo et qui intervient notamment pour soutenir des études avec le service de l'eau de ce grand État brésilien.
Pour aller très vite, je vous propose déjà de donner la parole à Monsieur Juan Valdez, qui doit nous parler en fait de l'eau comme un des moteurs du système de l'agglomération de Tucson dans l'Arizona. Monsieur Valdez, vous avez la parole pour un quart d'heure. Thank you very much. Merci beaucoup. L'objectif de ma présentation d'aujourd'hui est de vous parler de l'eau comme moteur des systèmes mégapolitains, notamment dans la région de Tucson, en Arizona. Diapositive suivante. Donc, sur cette carte de l'Arizona, vous voyez en rouge les zones urbaines principales. Au nord, la ville de Phoenix, 6e plus grande ville des États-Unis, et au sud, la ville de Tucson. Et ce couloir entre l'interstatique 10 et 19, le long de la frontière du Mexique, s'est développée une mosaïque urbaine, c'est-à-dire une urbanisation qui implique différentes autorités à différents niveaux, étatiques, fédéral, etc. Nous avons donc considéré qu'il fallait étudier cette situation au niveau local pour mieux comprendre les dynamiques au niveau local, dans un niveau de granularité précis, pour mieux comprendre les dynamiques de l'eau dans cette mosaïque urbaine. À gauche, vous avez les deux zones urbaines, Tucson et Phoenix, avec quelques villes entre les deux qui forment un conglomérat. Comme je l'ai dit, Phoenix est la 6e plus grosse ville des États-Unis, mais nous nous concentrons aujourd'hui sur la ville de Tucson. Et la population est d'environ quasiment 1 million dans le comté de Pima et une surface de près de 24 000 km². Les précipitations annuelles sont de 30,5 cm. Voici donc la zone en considération. À droite, vous voyez la croissance démographique des comtés, le comté de Maricopa en rouge, le comté de Pima en rouge, en vert, le comté de Bernardino, que l'on n'étudie pas, mais c'est un comté du Nouveau-Mexique. Et la dernière ligne tout en bas, c'est la croissance démographique des États-Unis. Donc, vous voyez donc que ces trois comtés ont une croissance démographique très forte par rapport au reste du pays. Cette croissance a ralenti, mais la croissance a été de 8%, par exemple, dans le comté de Pima ces 10 dernières années. Donc, la croissance démographique était extrêmement forte ces dernières années, mais elle a légèrement ralenti ces dernières années, quoique toujours plus forte que le reste des États-Unis. Donc, aux origines, la ville de Tucson, quand elle a été établie par les colons espagnols, dépendait principalement de l'eau de la rivière Santa Cruz, du fleuve Santa Cruz. Tucson, dans la langue autochtone, signifie l'eau en bas de la colline. Mais cette eau n'était pas suffisante, la quantité n'était pas suffisante, surtout avec le développement urbain. Et donc, ils ont commencé à extraire de l'eau en profondeur. Et la ville a commencé à dépendre presque exclusivement des eaux souterraines. En conséquence, l'aquifer a baissé de 200 pieds, soixantaine de mètres, en quelques années. Donc, ce n'était pas une solution durable. Et donc, Tucson s'est joint au projet de l'Arizona centrale, le CAP, pour sa gestion de l'eau. C'était à l'époque le plus grand projet public de réseau d'eau
au pays. Et vous voyez à droite de l'écran un des projets principaux, un grand canal qui a été réalisé à une altitude de près de 1000 mètres. Cela a réglé les problèmes d'approvisionnement en eau de Tucson, mais il y a eu des problèmes de qualité dans les années 2000, notamment la salinité de l'eau, des eaux souterraines. Et donc, il y a eu un besoin d'innovation, notamment de filtration de l'eau et un approvisionnement du fleuve Colorado qui a été injecté dans l'eau souterraine pour la traiter. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit donc, Tucson dépend principalement des eaux souterraines, extraites soit par les systèmes municipaux ou par des puits privés. En haut de l'écran, en haut à droite, vous voyez les conséquences de ces puits domestiques sur le fleuve. À gauche, l'année 1940, et à droite, vous voyez une photo 75 ans, en 1975. Vous voyez que la végétation a disparu, car cette rivière est devenue plus ou moins éphémère, et la région s'est transformée en un désert. Et comme un de mes collègues l'a dit, vous voyez que il y a plus, sur l'image en bas à droite, vous voyez qu'en bleu, les puits domestiques qui sont au nombre de plus de 1000 et qui ont des conséquences sur les quantités d'eau disponibles. En Arizona, ces problèmes n'ont pas été corrigés à l'origine. Et légalement, il n'y avait pas de différence. Le système d'eau souterrain et de surface n'était pas considéré comme connecté. Pour l'eau de surface, le droit en vigueur était l'appropriation prioritaire. Et pour les eaux souterraines, le principe juridique en place était l'utilisation raisonnable. Donc, il y a donc un droit d'utiliser les eaux souterraines pour une utilisation bénéfique. Diapositive suivante. Donc, comme je l'ai dit, cette dichotomie juridique entre l'eau de surface et l'eau souterraine a commencé à changer. Il y a eu des lois, des régulations, des réglementations qui ont visé à changer cela jusqu'aux années 1980 avec la loi sur les eaux souterraines d'Arizona. Mais il y a encore des problèmes, mais ça a au moins permis de créer des zones de gestion actives. Et il y en avait 5 au moment de la création dans l'État d'Arizona. Aujourd'hui, il y en a 6 de plus et elles visent à réguler l'utilisation des eaux souterraines. Une des conséquences de cette loi était la création des certificats de fourniture assurée en eau. Pour qu'une urbanisation, un développement urbain soit autorisé, il doit y avoir un certificat qui certifie que l'eau sera disponible physiquement, continuellement et légalement pendant au moins 100 ans. Et il y a également eu des programmes de conservation qui ont été lancés. Notre article se principe donc sur la surexploitation des eaux souterraines à cause des puits domestiques. Diapositive suivante. Comme je l'ai déjà dit, l'approvisionnement en eau de Tucson a trouvé des solutions, notamment dans le projet Arizona Central, mais aujourd'hui, nous en sommes à la 26e année de sécheresse à long terme, parce qu'il y a des impacts à long terme sur l'eau. Vous voyez le graphique sur la gauche,
le graphique du flux du fleuve Colorado. Et vous voyez que ce flux est en baisse. Et on voit à droite vous voyez donc une image qui prouve la baisse du niveau. Cette image a 2 ans déjà, et aujourd'hui, c'est encore plus aggravé. Et a priori, la tendance est à la baisse pour les prochaines années. Donc, dans notre étude de la région de Tucson, nous sommes intéressés intéressés au quartier dans les carrés noirs à l'écran, et nous avons utilisé des données censitaires, des enquêtes, etc. Et nous avons créé, à partir de notre enquête et de nos travaux, 4 types. On a donc créé une typologie avec 4 types d'utilisateurs de l'eau. Tout d'abord, le plus commun, les citadins raccordés, les personnes qui ont accès à l'eau par les services publics, l'assainissement, avec des fosses septiques ou collecte des eaux usées. Le deuxième type, ce sont les frontaliers, ceux qui s'écartent du centre urbain, mais qui restent connectés, car ils cherchent des terrains moins onéreux pour développer la zone urbaine. Troisième type, il y a des détenteurs de puits sur le papier ou sur le fer. C'est des personnes qui dépendent de ces certificats AWS. Et le quatrième type, l'urbanisation sauvage, complètement dérégulée, et qui en général existe parfois dans les zones entre les villes. Et à droite, vous voyez une carte. Vous voyez ces zones en jaune qui ne sont pas dans les zones régulées. Diapositive suivante. Un exemple donc de l'utilisation des terres. En haut, vous avez des images du nord-ouest de Tucson. Vous voyez à gauche un désert total et à droite l'irrigation par station de pompage à l'époque. Et vous voyez 26 ans plus tard une forte urbanisation, et ce sont des nouveaux quartiers. Et donc, on s'intéresse à ça à différents niveaux, selon notre typologie que nous avons mis en place. En conclusion, et j'espère ne pas prendre trop de temps, mais il est important d'établir une connexion entre l'eau et le développement urbain à différents niveaux pertinents. On ne peut pas juste considérer la région dans son ensemble pour évaluer les relations entre l'eau et le développement urbain. Il faut également s'intéresser au niveau micro, local, pour faire des recommandations de politique publique. Il faut avoir une gestion intégrée de l'eau et de la terre. Et puis, bien sûr, s'attaquer au problème de l'urbanisation sauvage. Les questions de la durabilité de la gestion de l'eau est une question importante, bien sûr, par rapport au changement climatique, puisque les précipitations baissent. Et par exemple, la sécheresse que l'on traverse est sans précédent des 500 dernières années. Diapositive suivante. Non, elle n'est plus là, tant pis. J'ai fini ma présentation et je mentionnerai mes collègues, Dr. Garciela Shaina-Madanes et Thomas Maddock, qui ont collaboré à ce projet. Merci. Merci beaucoup, Juan, en plus d'avoir tenu le temps de parole, ce dont nous vous remercions parce que ça va laisser plus de temps pour des questions-réponses si nous en avons pour la fin. Je vais passer la parole à notre deuxième intervenant,
qui est Madame Deepika Jauhari, je ne sais pas si je prononce correctement le nom, et qui est donc architecte principale dans un Architecture Research Studio qui est basé à New Delhi en Inde et qui nous parlera de l'impact de la croissance urbaine sur les ressources en eau souterraine dans le cadre de l'agglomération de Delhi en Inde. Vous avez la parole. Merci. Vous nous entendez? Yes, I can hear you. Allez-y, vous avez le droit. Ah voilà le PowerPoint. C'est bon. Yeah. Thank you for the introduction. Merci beaucoup pour votre introduction. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Next slide, please. Prochaine diapo, merci. Alors, nous allons regarder une partie de la mégalopole de Delhi avec cette photo. Tout semble bien avec des espaces verts, mais en fait, la méga ville de Delhi est sous la pression beaucoup d'urbanisation rapide, une population croissante et le changement climatique. Tout d'abord, le manque d'eau qui est compensé par l'extraction de l'eau souterraine. Comme vous pouvez le voir dans l'image en bas à droite, où les résidents d'un établissement informel essayent d'avoir une partie de l'eau pour leur usage quotidien, des citernes qui extraient l'eau et le distribuent, extraient des eaux souterraines. Alors, il faut comprendre l'impact de cela dans l'eau souterraine à Delhi. Je voudrais commencer la présentation avec une introduction brève à la zone d'étude de Delhi, expliquer la situation de l'eau souterraine à Delhi, ensuite expliquer le cadre même de l'étude au titre duquel la croissance urbaine a été étudiée et ensuite la conclusion. Prochaine diapositive. Alors, l'agglomération de Delhi, qui est une des agglomérations la plus grande, a 1483 km², une population estimée de 21 millions d'habitants depuis 1919. Vous avez les conditions hydrogéologiques avec des unités physiologiques qui influencent l'occurrence de l'eau souterraine, comme vous pouvez le voir dans le plan. La croissance urbaine de Delhi est une combinaison de développement planifié et non planifié avec différentes densités de population, avec des densités historiques et les nouvelles zones, quartiers qui sont développés. Il est également intéressant de remarquer que 50% de Delhi résident dans différents types d'établissements informels. Prochaine diapositive. Alors, il est également important de comprendre la situation existante de l'eau souterraine à Delhi selon les deux paramètres de quantité et de qualité. Alors, la demande de l'eau en 2019 pour Delhi était de 1260 millions de gallons par jour. Néanmoins, l'agence du gouvernement, le Delhi Jal Board, qui est chargée de l'approvisionnement en eau et assainissement, n'a pu fournir que 937 millions de gallons, 86 millions de gallons venant de l'eau souterraine, c'est-à-dire 25% de déficit dans l'approvisionnement en eau. Ainsi, l'eau souterraine représente presque 9% de l'approvisionnement formel en eau de Delhi. Le stade de l'extraction de l'eau souterraine en 2017 était de 120%, c'est-à-dire l'extraction était davantage que la formation. Et les résidents ont utilisé donc à Delhi des puits officiels et illégaux pour cette demande, et la qualité de l'eau souterraine détériore en raison de la surextraction. Et le Conseil en 2019 a remarqué que les districts de Nord et Sud-Ouest, qui représentent 32% de la zone de Delhi, ont remarqué une conductivité électrique et de salinité trop élevée pour l'eau potable, le fluorure et nitrate élevé également pour le rendre non potable.
Alors, ces changements dynamiques dans la quantité et la qualité dans cette ville avec la croissance urbaine est un cas idéal pour comprendre l'impact de la croissance urbaine sur l'eau souterraine. Ici, vous avez le cadre de l'étude pour comprendre la situation dans la mégaville de Delhi. Trois paramètres ont été utilisés. D'abord, l'urbanisation, population et le climat. Ensuite, alors au titre de le premier aspect, donc l'utilisation des terres et couverture terrestre et type d'établissement, les zones urbanisées de Delhi sont étendues 5 fois et le chiffre ici vous montre la corrélation entre le changement d'utilisation des terres et la couverture pour 2011-2010. De 2011-2017, le pourcentage bâti de la ville a augmenté de 29% jusqu'à 51% de 2001 à 2017. Et une comparaison globale vous montre une diminution des nappes phréatiques dans les zones bâties en raison des surfaces imperméables qui ne permettent pas la recharge de ces eaux souterraines. Dans Dwarka, par exemple, il y a une diminution de 5 à 10 à 40 mètres en 2017 par rapport à la surface. Donc, bien évidemment, cela impacte la situation et impacte la ressource en eau souterraine. Type d'établissement, 75% de Delhi est urbain. Il y a une prolifération du bâti, que ce soit formel ou informel, en raison de l'urbanisation très rapide. L'urbanisation rapide a également induit des changements de style de vie avec un décalage des secteurs primaires, secondaires vers le tertiaire. Le manque d'approvisionnement en eau et l'eau intermittent et pire encore, car l'approvisionnement varie selon les zones et le statut social et les habitants ont recours aux options alternatives pour leur approvisionnement en eau, c'est-à-dire acheter de l'eau de Delhi Jal Board ou les citernes privées qui légalement ou principalement illégalement abstraient l'eau souterraine, volent de l'eau par les moines nantis et les extractions illégales privées par les puits. Ceci a mis beaucoup de pression sur les ressources en eau souterraine en raison de son availabilité directe et des coûts d'extraction moins élevés. Alors, pour venir au deuxième aspect de la croissance urbaine, c'est-à-dire la population, la croissance et la densité de cette population ont été étudiées. Il y a un taux de croissance à Delhi de population de 20% de 2001 à 2011. Et la corrélation entre la demande et l'offre de l'eau, la différence est montrée ici dans le graphique. L'État n'a pas pu garder le même niveau dans ce qui est son approvisionnement par rapport à la population. Donc, l'extraction non officielle de l'eau souterraine dans les zones d'irrigation. Donc, l'extraction non officielle continue pour compenser ce manque. Le deuxième aspect, c'est la densité. Delhi a une densité de 14 000 personnes par kilomètre carré à partir de 2011. L'analyse nous montre que 7 des 15 unités d'évaluation de l'eau souterraine surexploitées avaient une densité de population de 20 000 personnes par mètre carré. Là, bien évidemment, il y a cette concentration de la demande, donc la zone qui dépend de l'eau souterraine a tendance à utiliser et épuiser l'aquifère à une
plus grande vitesse. Troisième aspect étudié était le climat, lié à cette variabilité dans le schéma climatique et les événements extrêmes avec le style de vie urbanisé. Il y a eu une augmentation de la température de l'été, température moyenne de l'été, telle que cela a été observé. Les changements d'utilisation des terres et la couverture terrestre, ce remplacement de la végétation par du bâti a mené à une augmentation de température avec des taux d'évapotranspiration plus élevés et augmenter la demande en eau. Alors, la pluviométrie de Delhi est variable avec un déficit de 25%, avec un surplus de 90% en moyenne. Ce déficit mène à des périodes fréquentes et prolongées des eaux souterraines peu élevées, avec des précipitations augmentées. Il y a moins d'infiltration et moins de recharge. Comme l'aquifère est rechargé par la pluviométrie, les changements dans les schémas de pluviométrie impactent grandement l'eau souterraine. Ensuite, cette graphique vous montre qu'en 2014, il y a eu un déficit d'à peu près 34% dans la pluviométrie, ce qui a évidemment mené à une réduction de recharge des eaux souterraines. Alors, pour conclure, la recherche a analysé l'impact de la croissance urbaine sur les ressources eaux souterraines dans la méga ville de Delhi. Alors, la croissance urbaine non organisée a affecté négativement les ressources en eau souterraine, affectant sa durabilité. La plupart des régions de Delhi sont une zone surexploitée. Les raisons principales pour l'extraction de ces eaux souterraines des sources légales et illégales, c'était en raison de la demande plutôt que l'offre, l'approvisionnement intermittent, pas assez de pression, etc. Non seulement la quantité, mais également la qualité est une préoccupation émergente pour les différentes parties prenantes. Ainsi, pour faire une vraie différence dans l'approche actuelle, il faut qu'il y ait une approche holistique vers des ressources de l'eau souterraine concernant différents contextes, d'abord la gouvernance et la gestion. Il y a un besoin de traiter de la multiplicité d'agences et avoir un contrôle sur le mafia des citernes qui distribuent de l'eau extraite illégalement. Ensuite, la conception, planification et la conservation, où nous pouvons avoir une meilleure conception basée sur la nature et une planification de l'infrastructure bleue et verte, et prise de conscience et sensibilisation parmi les différentes parties prenantes pour une utilisation intelligente des ressources, ainsi qu'une mise à jour technologique pour éviter les pertes de transmission et mise à jour des données d'utilisation pour une bonne planification. Donc, même si la croissance urbaine est impérative, une approche holistique peut réduire la pression sur les ressources en eau souterraines. Prochaine diapositive. Voilà, merci beaucoup de votre attention et voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup de cet exposé. Merci aussi de tenir aussi bien le temps qui vous est imparti, qui nous laissera, j'espère, beaucoup plus de possibilités pour des échanges entre nous sur la fin ou la réponse à des questions s'il y en a. Encore merci de cet exposé qui montre quand même bien les difficultés que vous rencontrez déjà et qui vont sans doute s'aggraver dans le futur. Maintenant, je passe la parole à Monsieur José Marlia Reguera, qui est le directeur national de l'eau potable et de l'assainissement au ministère des Travaux publics de l'Argentine et qui va nous parler de l'évaluation économique des coûts de santé et de la pollution de l'environnement causés par le non-raccordement des habitations au réseau d'assainissement urbain dans les zones périurbaines en Argentine. Vous avez la parole. Okay.
Okay, good morning, ladies and gentlemen. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc là pour vous présenter mon article sur l'évaluation économique des coûts de santé et de pollution de l'environnement causés par le non-raccordement des habitations au réseau d'assainissement urbain dans les zones périurbaines en Argentine. J'ai mené ce travail en coopération avec Fabian Sicari. Diapositive suivante. En Amérique latine, les systèmes d'assainissement rencontrent encore des limitations pour que les habitations aient un accès sécurisé au réseau d'assainissement ou au réseau des égouts. Nous avons donc mené ce travail dans le quartier de San José Obrero, qui est une zone d'habitation informelle dans le district de Lanús, dans la zone métropolitaine de la ville de Buenos Aires, en Argentine. L'objectif principal était d'évaluer les coûts économiques évitables en termes de santé et d'entretien des fosses si ce problème de non-raccordement était résolu. Pour cela, nous avons eu recours à des techniques qualitatives et quantitatives, telles que des entretiens, des questionnaires, des enquêtes et des échantillonnages des eaux dans les voies publiques. Les données ont été analysées avec une approche d'économie environnementale et on s'est particulièrement intéressé au cas de diarrhée et d'entretien des fosses d'aisance. Donc, en haut à droite, vous voyez le réseau d'égouts et sur les deux autres photos, vous voyez des cas de non-raccordement à ce réseau d'assainissement. Dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, il y a plus de 13 millions d'habitants et 57% d'entre eux n'ont pas, ou plutôt seulement 57%, dit l'orateur, sont raccordés au réseau d'assainissement public. Le problème concerne principalement les zones d'habitation informelles, dont il y en a plus de 1000. L'expansion du réseau d'assainissement public ne garantit pas forcément qu'il soit raccordé aux habitations. L'entreprise d'assainissement de Buenos Aires, AESA, a souligné que dans les zones les plus vulnérables, le taux de non-raccordement s'élève à 40%. Vous voyez ici une carte de la zone urbaine de Buenos Aires et la direction de l'expansion urbaine qui est suivie ensuite par l'expansion du réseau d'assainissement. Le point en bleu, c'est le quartier de San José Obrero sur lequel nous nous sommes penchés pour notre étude. Donc, les coûts socio-économiques associés à ce non-raccordement ont diverses implications. Tout d'abord, l'entretien des fosses, qui est à la charge des familles. Ensuite, les problèmes de santé publique que l'on a associés au cas de diarrhée. Ensuite, il y a la pollution environnementale des eaux souterraines par l'écoulement des eaux dans les rues. Et bien sûr, d'autres implications sur lesquelles nous ne nous penchons pas dans cet article, mais il y a la pollution et la contamination des aquifères, la dégradation de l'environnement urbain, la pollution de l'environnement, etc. Vous voyez donc à droite un réseeau de réseau d'assainissement qui n'est pas raccordé aux eaux usées des habitations. On voit l'eau qui coule et qui ne va pas dans le réseau. Nous avons donc, pour notre étude, nous avons mis en place une centaine d'enquêtes en 3 mois et nous avons
ensuite traiter les données des résultats de ces 100 enquêtes. Et grâce à cela, nous avons pu observer dans notre travail sur le terrain, dans nos enquêtes, qu'il y avait 3 types de non-raccordement. Tout d'abord, dans le premier cas, les eaux noires vont dans une fosse d'aisance et les eaux usées secondaires, les eaux grises, vont dans les caniveaux. Deuxième cas, les eaux noires dans l'assainissement et les eaux grises dans les caniveaux. Et le troisième type, les eaux noires et grises sont envoyées vers la fosse et ensuite dans le réseau d'assainissement, mais sans isolement de la fosse. Quels sont les résultats de cette enquête, de cette étude? Eh bien, près de 70% des foyers ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement public. Nous avons demandé aux familles pourquoi elles n'étaient pas raccordées. Une forte proportion d'entre elles ont déclaré qu'elles n'étaient pas raccordées car elles n'étaient tout simplement pas au courant de la disponibilité de ce service. Ils ne savaient pas que le réseau d'assainissement était présent dans leur rue. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Une deuxième raison citée régulièrement était les difficultés économiques, car c'est à la charge des familles de payer pour leur raccordement au réseau d'assainissement public. Diapositive suivante. 78% des ménages interrogés ont leurs eaux qui sont envoyées dans les fosses d'aisance. Et à ces foyers, nous leur avons demandé quelle était la fréquence d'entretien de leur fosse d'assainissement. Et la fréquence d'entretien s'élevait en moyenne à 1,27 fois par an. Ce qui implique de faire appel au service d'entretien tous les 9 mois. Ensuite, sur les cas de diarrhée, nous avons interrogé toutes les familles et nous avons divisé en 3 parties. Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, les cas chez les enfants de 5 à 15 ans et les cas chez les enfants ou chez les personnes de plus de 15 ans. Nous avons donc évalué ces données et le résultat est que la proportion de cas de diarrhée pour la population globale s'élevait à 12,67%. Diapositive suivante. Enfin, nous avons essayé d'évaluer le coût des externalités avec 2 simulations, un scénario de base et un scénario supérieur. Dans le scénario de base, en fait, il correspond à la situation réelle, c'est-à-dire que seulement 30% des foyers sont raccordés au réseau d'assainissement local, et dans l'autre scénario, le scénario optimal, supérieur, tous les foyers, 100% des foyers, sont raccordés. En termes de coûts de santé, nous avons évalué, nous avons pris en compte le voyage chez le médecin, donc le déplacement, le prix de la consultation, le traitement et la perte de temps de travail associée à l'arrêt de maladie. Pour le coût des entretiens des fosses, le prix de la fosse et le prix de l'entretien et la fréquence. Et donc la différence entre ces 2 scénarios, la différence est de 3 millions de pesos par an entre les 2 scénarios. Enfin, en conclusion de notre étude, nous voyons qu'en Argentine, nous avons de nombreuses
les quartiers d'habitation informels où les services d'assainissement sont autogérés. Dans le cas du quartier en question, ça fait 40 ans qu'ils sont en autogestion de l'assainissement. Le taux de diarrhée dans la population s'élève à 12%. Les coûts en termes de santé représentent 7% du coût total et le coût d'entretien des fosses d'assainissement représente 92,8% des coûts d'opportunité totale. Et les liquides présents sur les voies publiques correspondent à des contaminations d'origine des foyers, car nous avons comparé les échantillons. Donc, en conclusion générale, ces travaux nous ont permis de quantifier les opportunités économiques au raccordement au réseau et on observe que le coût d'entretien des fosses septiques est supérieur à celui du coût lié à la santé. Ce travail pourrait être extrapolé au niveau national en Argentine afin de définir une nouvelle approche de politique publique des systèmes d'assainissement qui concernerait 4416 bidonvilles ou quartiers populaires, comme on les appelle en Argentine, ce qui concerne 4 millions de personnes qui vivent dans ces quartiers et qui n'ont donc pas l'eau courante et un assainissement formel. Et cette étude pourrait d'ailleurs être répliquée dans différents pays d'Amérique latine qui font face au même problème, c'est-à-dire des habitations informelles, des quartiers d'habitation informelle et un non-raccordement au système d'assainissement public. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez mon adresse mail à l'écran si jamais vous souhaitez m'envoyer des questions. Et aussi, comme vos deux prédécesseurs, d'avoir été très rapide. Et j'espère que nous commençons à avoir des questions. Je ne les vois pas. Si la technique peut nous indiquer si les spectateurs, les participants nous envoient déjà des questions, que nous puissions éventuellement nous préparer sur le chat de ce système Zoom. Je vous propose maintenant de passer à notre dernier panéliste. Il s'agit de Jacques Lolive, qui est directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, qui va nous présenter également les travaux de sa collègue Cynthia Okamura, qui elle-même travaille pour le gouvernement de Sao Paulo au Brésil. Le thème de leur présentation commune, c'est l'expérimentation d'une politique de gestion participative et intégrée des ressources pour gérer les occupations irrégulières dans le bassin versant du réservoir de, alors je vais essayer de le prononcer, Guarapiranga, dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Monsieur Lolive, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Alors, je suis très heureux de participer à la conférence internationale Oméga. Je vais vous présenter une recherche en cours sur les occupations irrégulières dans des zones protégées autour des réservoirs d'eau potable de la métropole de São Paulo au Brésil. Mon intervention traite donc d'un sujet qui est assez proche de celui que vous avez présenté, José María Regueira. La recherche est conduite en collaboration avec ma collègue Cynthia Okamura, sociologue de la CETESB, l'Agence de l'environnement de l'État de São Paulo. Next. Next. Alors, en introduction, l'augmentation des occupations irrégulières a provoqué une importante dégradation de l'environnement dans la région métropolitaine de São Paulo, puisque les populations en situation précaire occupent illégalement les zones naturelles protégées, comme celle autour du réservoir d'eau de Guarapiranga, et menaçant la qualité de l'eau qui alimente environ 20% de la région métropolitaine, soit environ 4 millions de personnes. Pour avancer vers la résolution, entre guillemets, de ce problème complexe, la CETESB
propose une recherche-action en collaboration avec le laboratoire PACT du CNRS, subventionné par la FAPESP, la Fondation pour la recherche de São Paulo. L'objectif de cette recherche est d'expérimenter avec les habitants et les institutions concernées un programme d'action pour une gestion participative et intégrée dans 2 zones pilotes du bassin hydrographique de Guarapiranga. Cette gestion participative et intégrée est une politique de l'eau spécifique dont le but est de traiter le problème complexe des occupations irrégulières en zone protégée autour des grands réservoirs d'eau potable. Next. Comment définir la méthodologie? La première étape a consisté à répondre à 4 questions qui sont décrites ci-dessous. 1. Comment analyser le problème des occupations irrégulières dans le bassin hydrographique de Guarapiranga? Pour comprendre la puissance de ce phénomène socio-métropolitain, nous formulons l'hypothèse que les occupations irrégulières constituent un réseau d'intéressement difficile à transformer. 2. Comment gérer cette problématique complexe? Nous définissons une politique de gestion intégrée et participative du bassin de Guarapiranga, dont la spécificité est de se focaliser sur le problème des occupations irrégulières. Elle débouchera sur une action spécifique visant à la régularisation foncière soutenable et participative. 3. Comment définir et mettre en œuvre cette politique de l'eau? Nous menons une recherche-action basée sur le pragmatisme pour expérimenter les conditions de viabilité de cette politique de l'eau. 4. Comment expérimenter cette politique de l'eau si spécifique et innovante? Nous proposons une modélisation pragmatiste qui s'appuiera sur les enseignements apportés par la sociologie de l'innovation. Donc, chacune de ces questions nous a permis de définir une étape de la méthodologie que nous allons présenter maintenant. Next. Alors, première étape dans la méthodologie, analyser les occupations irrégulières comme un réseau d'intéressement. Les occupations irrégulières forment un réseau d'intéressement qui associe des acteurs très différents grâce à 4 catégories d'actions indépendantes mais coordonnées, qui alignent les intérêts des acteurs différents au départ et stabilisent le réseau. 1. L'absence de politique de logement provoque des occupations irrégulières. 2. La rentabilité du marché des lotissements illégaux, fondée sur la possibilité de capter la plus-value anticipée découlant de l'intervention de la régularisation. 3, autrement dit, il va y avoir une anticipation de tous les avantages apportés par la mise en place des réseaux. 3, le principe du droit au logement pour la population paupérisée qui favorise la régularisation des occupations, quels que soient les terrains occupés, et justifie des lois complaisantes, entre guillemets. 4, les stratégies de clientélisme électoral qui stimulent les occupations irrégulières que les politiciens échangent contre des voix. Donc, ce réseau d'intéressement est organisé selon la problématique suivante, qui met finalement un peu tous les acteurs d'accord. Les occupations irrégulières dans les zones naturelles protégées sont la solution au problème de logement des populations les plus démunies au Brésil. Next. Méthodologie 2. Alors, on avance, on va maintenant voir comment on peut définir une politique de l'eau spécifique pour faire face au problème des occupations irrégulières. Elle aura 5 caractéristiques. 1. Placer le bassin de Guarapiranga au cœur de notre nouvelle politique, puisqu'il a fait l'objet de plusieurs appropriations et modifications successives pour satisfaire différents objectifs et besoins des humains. 2. Réaliser une politique de gestion intégrée du bassin qui coordonnera plusieurs réseaux d'action publique et articulera les différentes politiques sectorielles qu'ils promeuvent. Alors pour nous, ça passe par la constitution d'un forum des institutions, un mécanisme de partenariat qui réunit les différentes institutions concernées. Elles n'ont pas l'habitude de discuter et l'avantage, c'est qu'on va les confronter au point de vue des uns et des autres. Et ça marche pas mal. Troisièmement, on va mettre en place un dispositif participatif qui accompagnera la définition et la mise en œuvre de la nouvelle politique en s'appuyant sur un autre forum, un forum des habitants, qui, lui, sera composé des représentants de la population et des leaders communautaires. On utilisera bien sûr l'expertise scientifique et technique, puisque c'est une dimension importante. Et enfin, la nécessité d'un apprentissage à la fois cognitif et pratique
sera basé, pour satisfaire cette nécessité, nous allons mettre en place un dispositif expérimental, la modélisation pragmatiste, qui va nous permettre d'identifier des solutions et d'expérimenter des actions transformatrices à l'échelle des zones pilotes. Next. Alors, troisième étape de notre méthodologie, conduire une recherche-action basée sur le pragmatisme. Nous conduirons une recherche-action pour expérimenter la viabilité de cette politique. La recherche-action est un processus dans lequel les acteurs sociaux mènent des recherches avec le soutien, la coopération des chercheurs professionnels. Le chercheur apprend de l'expérience des acteurs et les acteurs apprennent avec les méthodologies et les techniques du chercheur. Cette attitude nous convient. Pour la renforcer, nous l'associerons avec la démarche pragmatiste de l'engagement du chercheur en sciences sociales. Ça, c'est très spécifique de Dewey, un des auteurs, dans les processus de transformation de la société. Au lieu d'analyser la correspondance un peu figée dans le présent entre une théorie et un objet d'étude, le chercheur contribue aux transformations réciproques de la théorie et du terrain de recherche. Cela nécessite un engagement dans les développements en cours. En résumé, notre recherche est une recherche-action. C'est un compromis entre les propositions résultant de l'analyse théorique et les possibilités d'action offertes par la qualité du partenariat et de la participation que nous allons organiser dans les zones pilotes. Next. Méthodologie 4. Alors, je vais vous présenter ce qu'est cette fameuse modélisation pragmatiste. Donc, c'est une modélisation qui comprend 3 opérations. Première opération, c'est classique dans les modélisations, c'est la simplification du phénomène étudié pour pouvoir intervenir dessus. Donc, on va décrire un réseau d'acteurs clés et ces logiques d'action qui participent à la production du phénomène et on va émettre des hypothèses de fonctionnement et de transformation. Deuxième opération, la mise en place de dispositifs d'interaction, donc par exemple les forums de participation, les forums de partenariat. Donc, ces dispositifs d'interaction vont nous permettre de simuler les interrelations plus complexes de la société. Ça va donc nous permettre d'expérimenter des transformations à l'intérieur du modèle. Et on va utiliser différents leviers de transformation, la participation, le partenariat, l'éducation environnementale, la technologie sociale, tous leviers qui permettent de transformer les comportements des gens. Troisième étape, troisième dimension, on va expérimenter à petite échelle dans des zones pilotes qui vont représenter un territoire plus complexe. Avec ça, on va pouvoir analyser les effets de contextualisation. Nous avons choisi 2 zones pilotes très contrastées, toutes 2 situées à Parelheiros, à l'extrême sud de la ville de São Paulo, pour contextualiser notre programme d'action. Next. Je vais maintenant vous présenter les premiers résultats de cette recherche. La première résultat, c'est d'abord qu'on a pu définir l'histoire récente des occupations irrégulières à Guarapiranga. Depuis les années 80, on peut distinguer 3 périodes. La première période, c'est la période des mobilisations de gauche. On a une croissance importante des mouvements sociaux qui est soutenue par le Parti des travailleurs, le PT, d'autres organisations. Ça, c'est au cours des années 80. Ça va se traduire par un pic d'occupation irrégulière en 1989 et 90. Depuis 1994, on a une deuxième période. On a un second pic d'occupation irrégulière, mais cette fois-ci, la dynamique sociale et spatiale est différente. D'abord, les occupations se font dans les zones protégées, les zones naturelles. Et puis, il y a une nouvelle stratégie qui est très, très sophistiquée, qui va permettre d'englober les propriétaires, les accapareurs de terres, ceux qui s'approprient les terres et qui vont les vendre aux pauvres, donc les accapareurs de terres. Et puis, on va avoir affaire à des associations d'habitants qui sont de fausses associations d'habitants. C'est des agents immobiliers déguisés en mouvement social organisé, avec un faux nez, si vous voulez. Et depuis le début de nos recherches, alors là, je passe à 2018-2019, nous observons la montée en puissance du premier commando de la capitale, Primeiro Comando da Capital, qui est le PCC, qui est la première organisation criminelle du Brésil. En fait, ces bandits sont attirés par la très forte rentabilité du marché des lotissements irréguliers. L'entrée du PCC marque une accélération brutale du processus d'occupation irrégulière, puisque ce nouvel acteur dispose d'une capacité financière très importante, d'une capacité organisationnelle et aussi du pouvoir d'imposition par la force. Donc, toutes ces caractéristiques sont beaucoup plus importantes par rapport aux acteurs précédents. Alors, les observations sur le terrain, confirmées par les témoignages, nous conduisent à l'hypothèse que le PCC devient une sorte de promoteur intégré, un interlocuteur unique
qui développe un véritable secteur économique des habitants et des lotissements irréguliers. Next. Premier résultat de notre recherche, nous avons analysé la réglementation concernant le secteur de Guarapiranga. Et là, effectivement, on a trouvé deux choses intéressantes. D'abord, en discutant avec les personnels du CEAB, le service municipal du logement, en analysant la législation, on s'est rendu compte qu'on avait un cycle qui se répétait. Chaque fois, la législation vise à édicter de nouvelles règles pour la croissance urbaine. Et puis, en même temps que cette législation est produite, elle est associée à une amnistie pour les constructions antérieures. Alors ça, c'est un cycle qui va se reproduire parce qu'après, il va y avoir une nouvelle législation qui va mettre à jour les règles et qui va produire une nouvelle amnistie pour le développement antérieur. Autrement dit, chacune des occupations irrégulières se trouve amnistiée et du coup se trouve légitimée au fur et à mesure. Un autre processus du diagnostic nous amène à considérer la régularisation comme un processus d'irréversibilisation progressive. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde le modus operandi des occupations irrégulières, depuis l'acquisition d'un terrain, sa division et son occupation par les résidents, on peut considérer que toutes ces étapes vont constituer un processus d'irréversibilisation de l'occupation. Et la phase la plus importante pour que le processus devienne irréversible, ça nous semble être la construction du logement, même s'il est précaire et temporaire, et la démonstration qu'il est habité. À partir du moment où cette phase est obtenue, on peut plus bouger. L'occupation est légitimée. Next. Notre recherche se met en place. Donc, on a mis en place maintenant le dispositif d'expérimentation. Nous avons choisi les zones pilotes. Alors, 2 zones pilotes ont été sélectionnées. Elles correspondent à une combinaison de sous-bassins hydrographiques. Et c'est le bassin hydrographique du ruisseau Caoling, toujours dans le district de Parelheiros. On les a choisis parce qu'ils sont responsables d'une grande partie de la pollution du réservoir, 10,5%. On a lancé le forum des institutions en juin 2019 pour promouvoir la discussion entre les différentes institutions et administrations. La CETESB, la SABESP qui vend l'eau pour l'État, les départements municipaux et d'État du logement, de la santé, de l'environnement, le ministère public et la police environnementale, etc. Donc, tous ces acteurs se sont réunis, ils discutent entre eux et ils sont intéressés par la mise en œuvre d'une gestion intégrée dans la zone pilote. On a également lancé le forum des habitants, le forum des résidents, en février 2020, qui réunit tous les responsables communautaires, environ une cinquantaine, dans notre zone d'études. Alors, ces leaders communautaires, c'est les représentants des occupations irrégulières, mais une fois qu'elles sont consolidées et régularisées, qui sont les plus proches du centre-ville. Next. Je vous ai donc présenté une recherche qui n'est pas terminée. Donc, l'objectif de cet article, c'était de vous présenter une approche qui permet d'accroître la viabilité des politiques de l'eau, surtout dans des situations complexes comme celle-ci. Donc, on a affaire à des politiques écocentrées, puisqu'elles sont centrées sur le bassin versant, mais bien qu'encore incomplètes, on a pu identifier quelques conditions qui sont favorables. D'abord, on conseille de mettre en place une recherche-action qui combine l'expertise des chercheurs et les compétences des techniciens. On pense qu'il faut une expérimentation collective pour favoriser l'apprentissage des décideurs et des partenaires de la mise en œuvre. Il est fondamental de mettre en place un mécanisme de partenariat et de participation pour définir et mettre en œuvre cette politique. Et puis ensuite, considérer la politique de l'eau comme un projet innovant, qui est un projet faible, qui nécessite la recherche d'alliés pour se mettre en place. Donc ça, c'est inspiré de la sociologie de l'innovation de Bruno Latour. Une fois qu'on aura terminé l'expérimentation dans les 2 zones pilotes, le projet sera poursuivi dans d'autres sous-bassins de Guarapiranga. L'idée, c'est quoi? Notre objectif avec cette recherche, c'est d'arriver à opérationnaliser les résultats de la recherche-action pour les traduire en normes administratives qui sera mise en œuvre par la CETESB. Donc la CETESB, je vous le rappelle, c'est l'Agence de l'environnement. Donc c'est une grosse structure qui fait des lois, qui les applique, qui les contrôle. Donc avec cet appui de la CETESB, nous pourrons transformer la situation dans toute la zone du bassin de Guarapiranga. Et ainsi, on aura atteint notre objectif, c'est de réaliser une recherche en sciences sociales qui parvient à transformer les politiques urbaines. Next. Merci pour votre attention. Voilà. Bien, mais écoutez, merci à nos 4 intervenants de ce matin.
et avec leurs exposés à la fois très divers et particulièrement intéressants. Je vais me tourner vers le public. On doit être une trentaine de participants à notre session de ce matin pour leur rappeler que, bien sûr, ils peuvent poser des questions aux conférenciers en passant par le chat. Vous savez, il suffit de cliquer sur... alors c'est le haut ou le bas de votre écran selon que vous êtes sur ordinateur ou sur iPad, et vous avez plus avec la possibilité donc d'accéder à la fonction discuter et de laisser vos messages. Pour le moment, alors je crois que nous n'avons qu'une seule question qui nous est parvenue. C'est Annie Gélibert qui nous dit, alors ça s'adresse évidemment à la conférence précédente sur l'évaluation des coûts de la santé et de la pollution dans la zone en Argentine. Elle dit je ne comprends pas qu'en Argentine, les coûts d'assainissement soient plus importants que les coûts de la santé. Je pense avoir mal compris. Merci de votre réponse. Donc ça s'adresse évidemment à José María Reguera. Est-ce que vous êtes en ligne, Monsieur Reguera? Est-ce que vous pouvez répondre à cette première question? Yes. Et puis bien sûr, j'appelle d'autres questions. Okay, I answer in the chat, but it's like. Alors, j'ai déjà répondu dans le chat, mais le fait est que dans notre étude, le coût d'entretien des fosses septiques est plus élevé que celui lié aux diarrhées. Car ça coûte cher en Argentine d'appeler pour que les services viennent entretenir les fosses. Et ce sont les familles qui payent. Et en moyenne, c'est tous les 9 mois que les foyers doivent faire appel à ce service. Et il coûte très cher. Pour les coûts de santé, notamment en lien avec les cas de diarrhée, on a en compte le trajet, la consultation, le traitement et la perte de revenus. Mais on s'est basé sur 1 jour de maladie et pas plus. 1 jour de convalescence. Mais il faudra prendre en compte également les coûts d'hospitalisation et de mortalité. Et lorsque les familles font appel au service d'entretien de leurs fosses, fosses d'assainissement, ils ont 2 options. Ils ont un premier prix où les eaux usées sont enlevées et non traitées, et deuxième prix où elles sont traitées. Avec ou sans traitement. On leur propose en gros 2 services, avec ou sans traitement, des eaux usées. Ce qui a un clou, bien sûr, mais dans notre étude, on a tout de même déterminé que le coût lié aux entretiens des fosses d'assainissement était plus élevé que celui des coûts liés à la santé. Alors, je vous propose peut-être, est-ce que les 4 panélistes ont des questions à se poser entre eux? C'est-à-dire, est-ce que l'exposé des 3 autres suscite entre vous des questions que vous voudriez leur poser pour laisser le temps aux autres participants à la session de nous interroger s'ils le souhaitent. Parce qu'on a encore plus d'1 quart d'heure devant nous, donc largement le temps d'ouvrir la discussion. Est-ce que, entre nous, vous avez des questions à poser à vos collègues? Il en faut un qui se décide, le premier. Non. Alors moi, j'aurais une question qui s'adresse finalement à vous 4. L'impression que j'ai, c'est que par rapport au phénomène que vous avez décrit, il y a un manque très important de gouvernance
soit au niveau des gouvernements centraux, soit au niveau des autorités locales, qui finalement laissent faire sur le terrain des gens qui, soit poussés par la misère, soit parce que finalement, il est plus simple de transgresser les règles, ne les appliquent pas, alors qu'il y a vraisemblablement dans chacun des 4 pays que vous avez décrits un code de l'eau, des lois sur l'urbanisation. Comment est-ce que vous expliquez cette sorte d'impuissance à finalement appliquer des règles à la fois de planification et de contrôle de ce que font les habitants, de façon à ne pas se retrouver dans des situations qui sont de plus en plus dégradées? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question? Je peux répondre pour ce qui concerne les occupations irrégulières, hein. Oui. Au Brésil, on n'a pas de politique du logement social. Et finalement, d'une certaine manière, une politique qui est une vision très libérale, hein, donc ce qui fait que les populations, les couches moyennes, les pauvres, ne peuvent pas accéder au marché du logement qui est trop cher. Donc, quelle est la position de l'État? Plutôt que de financer une politique du logement social qui reviendrait trop cher, il va laisser faire ces initiatives des occupations irrégulières et les accompagner. C'est-à-dire, il va fournir, une fois que les gens sont installés quelque part, dans une zone protégée, par exemple, il va leur fournir les réseaux, les différentes infrastructures qui vont leur permettre de s'installer. Et ça revient moins cher que de financer une politique du logement social. Donc, d'une certaine manière, on a délégué, le gouvernement brésilien, c'est une forme un peu d'hypocrisie, mais il a délégué aux occupations irrégulières le soin d'impulser la politique du logement social. Et il se contente d'accompagner ça en donnant un certain nombre de réseaux d'accompagnement qui vont permettre d'urbaniser tout ça. D'accord. Ce qui crée par ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, une rente foncière pour les occupants illégaux à partir du moment où il y a ces systèmes de régularisation et la mise en place des infrastructures de base qui créent la plus-value sur le terrain. Ah ben évidemment, on vend un terrain qui est dépourvu, un terrain naturel qui est dépourvu de toute infrastructure, on le vend à un prix intermédiaire puisqu'on sait qu'il sera infrastructuré. C'est pour ça que le PCC s'intéresse à ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. On vend un terrain nu en anticipant le fait qu'il va être ensuite urbanisé, qu'il va être équipé de réseaux. D'accord, évidemment. C'est une façon d'appréhender les choses d'une façon assez pragmatique, qui n'est pas forcément, comment dire, l'optimisation à la fois de la création du tissu urbain, ni de l'amélioration et de l'extension des services collectifs. Bien sûr. Évidemment. Alors là, j'ai plusieurs questions. Voilà, ça vient. Alors, attendez, j'ai l'UNESCO qui nous dit: est-ce que les speakers, est-ce qu'on peut penser qu'en 2030, pour vos 4 régions, donc dans 8 ans, quels sont les principaux problèmes qui doivent être abordés par, je suppose, les autorités publiques? Alors, peut-être revenir à Tucson, en Arizona, où on est manifestement dans une situation où la croissance urbaine va se heurter, ce qui est assez probable, à un manque de ressources, à la fois en eau de surface et en eau souterraine, comme vous nous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, Monsieur Valdés. Jusqu'où la croissance urbaine peut être possible dans des zones comme l'Arizona, où l'eau est sans doute le principal facteur limitant du développement. Est-ce que c'est d'aller chercher des ressources toujours plus loin? On a entendu parler évidemment d'un grand projet de canal pour aller jusqu'au Rio Colorado.
Mais par ailleurs, on entend dire qu'au moins certaines années, le Rio Colorado est déjà quasiment à sec. Donc, est-ce que c'est possible de continuer dans certaines conditions géoclimatiques à laisser faire la croissance urbaine, ou quels sont les remèdes pour garantir l'accès à l'eau des populations dans ces secteurs-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut que ça s'arrête? Monsieur Valdez, vous avez éventuellement une réponse? Yeah, I'm sorry, there is no English translation. Ah. So if you can at least summarize the questions. Je n'ai pas entendu la question en anglais, mais si vous pouvez me résumer. Oui, je vous demandais qu'à Tucson, vous faites clairement face à un problème de pénurie. Face aux eaux en termes de quantité d'eau de surface qui sont en baisse, et les niveaux des aquifères qui également baissent. Donc, à l'heure actuelle, est-il possible de contrôler cette croissance urbaine, cette croissance démographique et bien sûr la croissance de la consommation des ressources, notamment dans un contexte où la zone urbaine n'est pas sur une côte et donc on ne peut pas avoir recours par exemple à la désalinisation de l'eau. Voilà, dans une région comme celle du Colorado, les choses ne sont pas si aisées. Il y a bien sûr ce projet d'immense canal pour aller chercher de l'eau dans le fleuve Colorado, mais il semble également que le Colorado s'assèche. Donc, comment gérer la croissance démographique et le fait que les ressources en eau sont un facteur limitant? S'agit-il de contrôler la croissance démographique? S'agit-il de contrôler la consommation des habitants? Comment envisagez-vous l'avenir, notamment en prenant en compte le changement climatique? Oui. Comme je le disais, la consommation par habitant à Tucson est en baisse dans cette région du Sun Corridor d'Arizona. Et bien sûr, la consommation est toujours plus élevée que certaines villes européennes. Consommation par habitant. Qui plus est, 15% des ressources en eau sont allouées à l'agriculture en Arizona. Également, les questions des droits des populations autochtones. Le canal a été construit principalement pour approvisionner en eau le secteur de l'agriculture. Mais après avoir observé le coût de cette infrastructure, le secteur agricole continue à avoir recours aux eaux souterraines. Et donc, finalement, ce canal sert plus à la consommation domestique. Et donc, il y a des plans de conservation qui sont mis en place par les différentes autorités. A été mis en place en 2012 avec une étude des sources d'offres et de demandes. Par exemple, vous avez parlé de désalination, cette question de prendre de l'eau de mer qui serait très difficile et onéreuse à acheminer jusqu'à Tucson, mais les prix seraient trop élevés. Donc, les solutions sont la conservation, la baisse de la consommation par habitant, des incitations, par exemple, le financement de nouvelles infrastructures, notamment dans les maisons, des nouvelles toilettes, encourager le fait de ne pas avoir de piscine, par exemple, etc. Voilà, il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Et si l'on continue sur ce chemin, on peut espérer que si la sécheresse continue, il faudra baisser la consommation de 5% encore. Malheureusement, l'avenir
ne présage rien de bon et il va falloir clairement baisser la consommation d'eau. Et la question, c'est comment il y a des plans municipaux de la ville de Tucson et de Phoenix sur comment baisser la consommation d'eau, notamment en offrant des compensations pour les personnes qui le font volontairement. Merci beaucoup. Une question pour Deepika. Une question de la part d'Abdoulaye Cissé. Avez-vous la traduction? Monsieur Cissé demande comment dans l'urgence la satisfaction de la demande en eau est gérée. Yo, okay. You may answer the question. I do not know if you have the translation. So, je ne sais pas si vous avez la traduction. Donc, j'aimerais vous demander comment vous gérez la demande en eau à Delhi. Et quel est le système actuel de gestion des ressources en eau dans cette région? En temps d'urgence, l'approvisionnement en eau se fait principalement par camions citernes gérés par les autorités locales ou des entreprises privées qui, bien sûr, ont recours pour cela à une extraction des eaux souterraines. Et le système de gestion des ressources en eau actuel fonctionne de la façon suivante. Les régions locales ont leur propre infrastructure d'eau, mais 17% de Delhi n'a pas d'approvisionnement en eau. Et donc, on a ces camions citernes et l'État peut également venir en aide s'il y a une forte pénurie d'eau. Moi, ce qui me semble dans beaucoup de cas, c'est que effectivement, il est très difficile de pouvoir contrôler la population à la fois dans sa consommation d'eau, dans sa gestion des rejets d'eau usée et dans la localisation de l'habitat, y compris en dehors des zones officiellement dédiées à l'urbanisation. Alors, est-ce que ce laisser-faire ou cette impossibilité de faire mieux ne va pas conduire avec ce que l'on nous annonce en termes d'évolution du climat et donc d'impact sur les ressources en eau à des situations de crise de plus en plus graves et à des impossibilités, en tout cas, de continuer ce genre de politique? Qui est-ce qui pourrait me répondre? Oui. Concernant São Paulo, on s'achemine vers une crise hydrique de grande ampleur, c'est évident. D'abord parce que les occupations irrégulières en quantité impressionnante sont en train d'entourer tous les bassins réservoirs qui alimentent en eau potable. Il y a 1 million de personnes autour du bassin de Guarapiranga, la plupart sans réseau d'assainissement. Donc vous voyez que la qualité de l'eau va dégringoler. Et il y a une déforestation importante de tous ces secteurs. Donc la qualité de l'eau va également diminuer. Et on sait également qu'il va y avoir un certain nombre de problèmes liés au changement climatique, des étés plus chauds. On sait également que la gestion de l'eau est encore trop technocratique à São Paulo, elle n'associe pas assez les populations. Donc les gens se désintéressent de la question et on va se retrouver avec des crises hydriques à répétition, oui, je pense. Oui, parce que les crises au Brésil, en tout cas, mais c'est vrai dans d'autres pays, sont déjà régulières. J'ai bien suivi professionnellement les problèmes de sécheresse à Sao Paulo il y a maintenant, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, ou 4 ans. Oui, il y a 3 ans. 3 ans, qui ont été d'ailleurs suivis après par les mêmes problèmes à Brasilia. Donc, c'est quelque chose qui est désormais récurrent. Et effectivement, le gouvernement fédéral
pousse à la création d'organismes de bassin justement pour créer avec les comités de bassin les conditions d'un dialogue entre les différentes parties prenantes, mais avec beaucoup de difficultés, notamment quand l'eau de la ville ne vient pas du même bassin que la ville. C'est vrai à Rio de Janeiro, c'est vrai à Sao Paulo, où l'essentiel des ressources en eau vient du bassin du Piracicaba. Donc, il y a beaucoup de problèmes de gouvernance d'abord, qui ne sont toujours pas complètement réglés. Est-ce que c'est vrai un peu partout? En Arizona, je suppose que le principe de la liberté de choix, voire la liberté d'utilisation de l'eau des aquifères, est un principe quasiment constitutionnel aux États-Unis et qu'il est difficile de réguler. Ça doit être à peu près la même chose en Inde. Et les problèmes de gestion des populations se posent aussi en Argentine. Est-ce que vous voyez comment on peut rapidement, puisque la question que j'avais précédemment, c'était pour 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, est-ce qu'on peut avoir mis en place des politiques qui permettent de solutionner ces questions par ailleurs majeures? Qui est-ce qui voudrait répondre à la question? Alors, on a perdu une partie des participants. Tac, 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 tac. J'en ai 26, mais où est-ce qu'ils sont? Peut-être Madame Deepika, en Inde, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses pour améliorer la situation et créer une gouvernance efficace? With respect Eh bien, to Delhi, concernant Delhi, plan for Delhi. nous avons des plans d'urbanisation pour 2031 et notamment il est question de la planification d'infrastructures bleues-vertes pour compenser les pertes en ressources en eau et les autres ressources environnementales. Il y a un grand réseau d'aquifères et d'espaces verts. Donc, dans les années à venir, pas seulement jusqu'à 2030, même au-delà, nous allons continuer à renforcer ces infrastructures bleues-vertes pour continuer à intégrer et protéger les ressources naturelles, ce qui comprend bien sûr les ressources en eau. Le gouvernement cherche également à améliorer l'approvisionnement en eau par réseau public dans les différentes régions. Il va être maintenant 10h30 à Paris. Bruno, je te rends la parole. Après avoir remercié tous nos 4 panélistes pour leur vraiment très intéressante présentation. Merci à tous et bonne journée. Merci Jean-François, merci aux orateurs pour leur excellente présentation. Restez en ligne avec nous, ceci termine notre première session matinale. Après la pause qui aura lieu jusqu'à 11h, nous nous retrouverons pour 3 nouvelles sessions parallèles. La première sur les modalités de gouvernance, la seconde sur le renforcement des solidarités durables et la troisième sur les objectifs de développement durable et la continuité des services. Merci à tous.